Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour ces 2 heures d'infos, pour ce 10h midi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour. Bonjour Félix Mathieu. Bonjour. C'est quoi le problème ? On aura le coup de gueule du docteur Jean-Paul Hamon. Il sera avec nous dans un instant. Doctolib, on a pratiquement tous le réflexe, mais c'est vrai que sur Doctolib, il y a à boire et à manger. C'est ce qu'il va nous expliquer dans un instant. Et puis Doctolib a beaucoup d'informations nous concernant. Donc ça peut être aussi une question qu'on peut se poser dans l'utilisation de cette plateforme. Dites-nous si vous l'utilisez. 0826 300 300. Vous nous appelez pour témoigner. On va revenir sur le raté autour de l'enlèvement de la petite Liana. Visiblement, une plainte avait été déposée contre l'individu qui est en garde à vue en ce moment, raté chez les gendarmes qui n'ont pas transmis la plainte, raté encore une fois qui laisse un criminel présumé en liberté. On y reviendra. On parlera également de cette intervention du Premier ministre, l'inversion des valeurs à propos de ce qui s'est passé samedi soir, des émeutes, oui, des j'allais dire échauffourées, c'est pas ça, débordements, c'est pas ça, bref, du saccage qui a eu lieu dans certaines villes, pas qu'à Paris. Pour la France insoumise, c'est de la faute de la police. On va en reparler. Et puis les peines qui ont été prononcées, jugées trop peu sévères par beaucoup. On y revient dans un instant, Gilles. 3 sujets forts dans le zapping. Le premier, on va revenir sur ce qui s'est passé hier sur M6 où un pseudo-prêtre a témoigné en disant qu'il avait reçu les confessions de Xavier Dupont de Ligonnès. Et ce matin, on apprend que l'évêché dont il parlait dans son interview, n'a jamais entendu parler de ce prêtre. Doit-on beaucoup plus vérifier les témoignages ? Est-ce que vous avez suivi cette émission ? Et est-ce qu'on fait de l'audience sans vérifier les choses ? 0826 300 300. Vous appelez directement. Voilà, exactement. On va parler également, on le voit de plus en plus à la télévision, ceux qui ont reçu des peines témoignent. On verra si vous verrez Théo qui a témoigné sur M6. Est-ce qu'ils doivent témoigner, ceux qui ont été condamnés après les exactions, après le match du PSG? Et puis, peu cher, on va parler sur la canebière avec le Ricard qui a sorti son fameux pastis en canette. Alors avant, on le trouvait dans les bars, mais maintenant, on peut l'acheter un peu partout. Vous verrez, un internaute marseillais a testé cette bouteille. Appelez-nous 0826 300 300 si vous habitez Marseille. Et qu'est-ce que vous pensez du pastis en canette ? Il n'y a pas qu'à Marseille qu'on boit du Marseille. Non, mais c'est la région phare. Et c'est évidemment à consommer avec très grande modération. Vous buvez du Ricard ? Vous aimez le Ricard avec l'anis ? Oui, j'aime bien. J'aime bien, mais avec vraiment modération, parce que l'alcool est un véritable fléau pour la santé. Il ne cessera jamais de le répéter. Alors, Doctolib, c'est quoi le problème, Félix Mathieu ? Plus qu'un problème, en tout cas, c'est un succès fulgurant, ça va sans dire. Je vous rappelle un petit historique quand même. Doctolib, il y a eu la crise Covid en 2020 qui a fait un peu exploser cette start-up française. Souvenez-vous, à l'époque de la vaccination, l'État lui a quasiment sous-traité l'aspect logistique de la vaccination, ce qui a semblé lui donner presque une reconnaissance institutionnelle à cette entreprise, comme une sorte de service public de la prise de rendez-vous médical. Bon, on parle bien quand même d'une entreprise, d'une start-up qui a même levé d'ailleurs 500 millions d'euros en 2022 pour étendre comme ça son omniprésence dans notre système de santé en France. On est à plus de 500 000 personnels de santé utilisateurs de Doctolib aujourd'hui selon l'application pour pouvoir prendre rendez-vous. Ça a plus que doublé tout simplement depuis 2020. En seulement 6 ans, le nombre de personnels de santé inscrits sur Doctolib. Alors fort de ce succès en France, son pays natal, Doctolib a annoncé le mois dernier, voire encore plus grand, l'entreprise veut désormais s'implanter aussi sur le marché britannique. Voilà un succès français. Alors Jean-Paul Hamon, docteur Hamon, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Coup de gueule de votre part sur cette plateforme. Alors dites-nous quel est le problème pour vous sur Doctolib ? Oui, vous venez de le dire, vu les moyens qu'ils ont, ils pourraient faire preuve d'un peu plus de rigueur parce que quand vous pensez que j'ai vu une patiente qui est venue 3 semaines après avoir passé son IRM qui confirmait l'endométriose
et qui a consulté un ostéopathe sur Doctolib qui a prétendu lui remonter les organes pour la soigner, et une naturopathe toujours pareil qui l'a mise au régime. Donc c'est ce que j'appelle des gogo thérapeutes, et Doctolib avait été déjà remontrance, parce que normalement il devrait quand même vérifier que ce sont réellement des professionnels de santé qui sont sur leur site, et là visiblement ils ne reculent pas, malgré leurs finances prospères, ils ne reculent pas devant un abonnement d'une personne qui n'a rien à voir avec un professionnel de santé. Alors, il est clair que dans cette histoire, les patients sont un peu perdus. Et je voudrais juste vous rappeler une anecdote d'un maire des Côtes-d'Armor qui voulait désespérément un médecin dans sa commune, et qui, par désespoir et pour faire parler de sa commune, avait prétendu avoir recruté un druide. Et les patients sont tellement perdus que quand ils ont découvert le canular, eh bien, les rendez-vous du druide pour une semaine étaient déjà complets. Non, mais donc Doctolib devrait faire preuve d'un peu plus de rigueur et faire en sorte de s'assurer que les gens qui sont sur son annuaire sont réellement des professionnels de santé. Oui, mais si les gens croient que les druides peuvent vous soigner, parce que s'il y a eu des rendez-vous, c'est qu'il y a eu des clients et des patients qui étaient disposés à rencontrer un druide. Donc il y a aussi peut-être un effort à faire de ce côté-là, non ? Non, mais attendez. Que les patients soient égarés, que les gens soient à un tel niveau qu'ils pensent qu'un druide va les soigner, ça montre un petit peu la déliquescence de notre système de santé. Et quand vous avez une plateforme comme celle-là qui gère beaucoup de professionnels de santé et qui ne montre pas de rigueur, qui ne montre absolument aucune rigueur dans la tenue de son annuaire, je trouve que c'est grave. Alors on a Gérald qui voulait réagir. Bonjour Gérald. Bonjour à vous, bonjour. À l'équipe de Sud Radio. Je suis complètement d'accord avec ce que disent les médecins là. C'est délirant cette plateforme, parce que déjà il y a deux problèmes. Au moins pour moi. Un, il n'y a plus assez de médecins, donc on a mis en place une plateforme qui vous permet de alors, faut s'inscrire, faut se rappeler un petit peu la démarche. Vous vous inscrivez, faut donner des tonnes de renseignements. Ensuite, moi je pense aux personnes âgées qui sont incapables de gérer des rendez-vous, je dirais sur une plateforme par internet. D'autre part, Doctolib, vous vous inscrivez, on vous rappelle ou on vous rappelle pas. Et quand je vois maintenant qu'on a même des consultations, vous savez, par internet, oui, je suis complètement d'accord, il y a de l'arnaque derrière. Et moi, ce qui me gêne sur toutes le danger de ces plateformes, c'est qu'on peut tout faire et surtout n'importe quoi. Il y a beaucoup, je pense, de médecins qui... je critique pas de médecins, j'ai bossé des années avec des médecins. Mais justement, on est tellement en manque de médecins dans notre pays, c'est que on a créé une pseudo-plateforme médicale qui permet justement de faire croire à des gens, vous vous inscrivez, vous avez un rendez-vous dans les 3, 4, 5, 6 jours. C'est absolument faux. Moi, j'ai essayé de prendre un rendez-vous hier. Je vais vous donner un exemple très concret pour ma femme en rhumato. Il n'y a plus aucune place, soi-disant, disponible. Ça, c'est un autre problème. C'est pas de la faute de Doctolib. Pour le coup, c'est la pénurie de médecins, qui n'a pas c'est pas de la faute de Doctolib pour le coup. Je dirais que Doctolib, c'est quoi Doctolib ? C'est Doctolib, normalement, quand on s'inscrit, on devrait avoir des rendez-vous plus rapidement. Non. Si le médecin n'a pas de rendez-vous, il n'a pas de rendez-vous. C'est pas la plateforme qui peut le faire. Mais alors, excusez-moi, je me permets de vous couper. Oui. C'est que maintenant, beaucoup de nombreux médecins ne prennent plus de nouveaux patients. Ah, ça c'est un vrai problème. Oui, moi, mon médecin prend plus de nouveaux patients. Ils n'en prennent plus. Ouais. Donc les médecins, je comprends qu'ils soient saturés, parce que le peu de médecins vraiment qui peuvent vous recevoir maintenant, ils sont tellement blindés. C'est qu'à un moment donné, on vous dit non, je prends plus de nouveaux patients. Oui, mais ça, c'est hors de Doctolib. Alors je vous encourage à lire Le Canard enchaîné. Doctolib livre aux US nos données sensibles. Donc c'est un article évidemment extrêmement documenté. Doctolib qui a énormément d'informations sur nous. Je vous encourage à aller lire cet article. Quels sont les risques ? Les datas fournies, antécédents médicaux, familiaux, prescriptions, données biologiques sont suffisamment précises pour qu'un malade puisse être identifié. Un cadeau
pour les compagnies d'assurance qui mettraient la main dessus, d'autant que même en cas de décès, les informations peuvent être conservées. Et là, je cite la charte de Doctolib à des fins probatoires ou pour répondre à une obligation légale telle que la conservation du dossier patient. Et tout ça peut être exploité. Et l'article est très intéressant parce que Doctolib a visiblement passé un contrat avec une boîte californienne qui héberge nos données aux États-Unis. Donc ce n'est pas qu'une plateforme de prise de rendez-vous parce qu'effectivement aujourd'hui on s'en sert pour recevoir pour faire du business. Mais les médecins s'en servent pour vous envoyer des ordonnances, pour recevoir vos. Oui, bien sûr. Et après effectivement il y a du business. Mais on va y revenir. On va revenir sur les pseudo médecins ou pseudo thérapeutes avec vous, Jean-Paul Hamon, 0826 300 300. À tout de suite. 10h midi, Valérie Expert. Allez, on est de retour avec vous et avec le docteur Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Moi, je pensais, il me semblait avoir vu passer il y a quelque temps que Doctolib avait pris la décision de supprimer tous ceux qui n'étaient pas médecins de son carnet. Est-ce que c'est pas le cas en fait? Visiblement, c'est pas le cas, mais votre auditeur peut signaler quelque chose tout à l'heure qui est extrêmement intéressant. C'est la déliquescence de notre système de santé. On voit fleurir des plateformes de téléconsultation où des médecins qui ne vous connaissent pas peuvent vous donner une consultation en 3 minutes sans même pouvoir vous examiner et avec des interrogatoires minimum. Doctolib, là, j'ai entendu qu'il avait un contrat avec une société californienne. Ouais. Je vous invite à relire un article qui avait été publié dans Télérama par Monsieur Tesquet, où Doctolib avait obtenu le statut d'hébergeur de données de santé sans en avoir vraiment les critères, et qui avait fini par obtenir le statut d'hébergeur de données de santé sur des serveurs Amazon situés en Allemagne. Donc je sais bien que maintenant avec Facebook et compagnie, les gens ne se préoccupent pas trop du secret de leur vie privée, mais c'est une chose qui est le secret médical est quelque chose qui est capital. Alors peut-être qu'il y a plus que des vieux cons comme moi qui pensent que le secret médical est quelque chose de capital, mais les gens devraient réfléchir. Ils ont une position hégémonique sur le territoire, et la protection des données est quelque chose la protection des données médicales est quelque chose de vital. Donc les gens sont paumés, si vous voulez. Ils font des téléconsultations parce qu'ils n'ont pas de rendez-vous comme ça. Ils pensent que c'est vraiment une vraie consultation. Ils utilisent Doctolib sans vérifier que c'est un réel professionnel de santé avec qui ils ont rendez-vous. Donc tout ça est un petit peu désastreux et c'est normal qu'on s'en inquiète. Alors juste Stéphane nous dit, mais pourquoi Doctolib est le principal acteur de la santé en France? Pourquoi la Sécu ne fait pas le job? C'est vrai qu'on peut se poser la question. Les données chez la Sécu ne sont pas sécurisées. J'avais posé la question. Pourquoi c'est pas l'État qui gère ça? Ouais. J'avais posé la question à Nicolas Revel, qui était le directeur de la Caisse d'assurance maladie à l'époque, et je lui ai dit, écoutez, là, parti comme c'est parti, Doctolib va avoir une position hégémonique en France et va tout réglementer. Et il m'avait dit oui, je sais, mais malheureusement le coup est parti, c'est trop tard. Et je trouve dommage que les professionnels de santé ne se saisissent pas de ça. Les prises de rendez-vous en ligne, c'est sûr que c'est une chose qui peut se développer. Moi, personnellement, je préfère payer un secrétariat présentiel dans mon groupe de 5 médecins généralistes 72 heures par semaine, mais parce qu'on connaît les patients, on peut, ajuster les rendez-vous en fonction de leur pathologie et en fonction de ce qu'on sait d'eux. Mais franchement, la position hégémonique de Doctolib et le développement des téléconsultations en France désorganise le système de soins et on devrait en prendre conscience. Oui, Félix Mathieu. Vous auriez préféré que ce soit un service public qui gère ça, ce qui nous éviterait peut-être d'avoir des éthiothérapeutes. J'ai découvert ça en regardant un peu votre inventaire à la Prévert de ce qui vous agace sur Doctolib. C'est une variante de l'ostéopathie, si j'ai bien compris. Il faudrait, en fait, selon vous, que le critère pour être sur Doctolib, ce soit le même critère que celui qui conduit à être pris en charge ou pas par la sécurité sociale?
avoir un ordre des professionnels de santé concernés, vérifier que ces gens-là sont réellement des professionnels de santé. Oui, effectivement, vous parliez de ça, mais moi je trouve qu'on atteint des sommets quand vous pensez qu'il y a des gens qui prétendent faire de l'ostéopathie par visioconférence. Alors ça, je trouve ça absolument génial, quoi. On atteint des sommets. Mais sauf quand c'est son médecin traitant. Moi, ça m'est arrivé de le faire avec mon médecin traitant qui me connaît très bien, qui avait beaucoup de rendez-vous, et il a fait une visio à 19h, et ensuite, en fait, il m'a dit faut que je vous palpe et que je regarde ce que vous avez. J'avais comme un abcès, mais j'ai eu une première consultation. Quand c'est quelqu'un qui vous connaît, c'est différent, qui connaît vos antécédents, qui connaît votre façon de réagir vis-à-vis de la maladie, ce sont des choses tout à fait possibles. On le fait régulièrement avec des patients que nous connaissons. Mais quand vous avez quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui ne connaît pas vos antécédents et qui vous donne un rendez-vous de téléconsultation qui va durer exactement 180 secondes, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de sérieux? Pourtant, c'est dans les pharmacies. Oui, écoutez, oui, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Non, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais la question, ça change rien au problème. C'est parce qu'une pharmacie, on pense que c'est sérieux. Justement, voilà, c'est la responsabilité du gouvernement de laisser se développer des solutions. Vous savez, il y a beaucoup de députés qui pensent que la téléconsultation est une solution à la désertification. On est en train actuellement de laisser on vient de coller une 10e année au seul médecin généraliste d'études. On pourrait très bien avoir demain 3500 médecins généralistes de plus sur le territoire si on leur permettait de bosser dans de bonnes conditions avec un secrétariat présentiel, avec un maître de stage joignable au téléphone, etc. Au lieu de ça, on est en train de pondre des études qui sont absolument kafkaïennes pour un résultat désastreux. Donc, effectivement, intéressons-nous au système de santé, vraiment, à la réorganisation du système de soins, mais ne laissons pas prospérer les gogothérapeutes, ne laissons pas prospérer les gens qui exploitent la dégradation du système de santé. C'est ça qui est désespérant, si vous voulez. Mais les gogothérapeutes, comme vous dites, c'est un petit peu ce que disait Gilles Gansban tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils prolifèrent parce qu'il y a d'une part une absence de réponse, une absence de médecins ou de médecine conventionnelle, et qui se réfugient dans ce genre de trucs. Hier, moi, j'étais sur un groupe Facebook de la ville où j'habite. Il y avait une maman qui disait « Je m'en sors pas avec ma petite fille, est-ce que vous avez des conseils ?» etc. Tout de suite, vous avez 3 personnes venaient dans mon cabinet alors c'était pas éthiopathie, c'était un machin de renouvellement des énergies. Je suis allée voir le truc, ça m'a foutu dans une colère. Du coup, j'ai fait un message en disant « Allez voir un vrai médecin ». Mais c'est vrai que les gens se font avoir aussi par ce discours rassurant de circulation des énergies, de manipulation, de je ne sais trop quoi. Et il y en a de plus en plus. Donc on a dissous la Miviludes, ou on l'a réduite quasiment à néant, parce que parfois on n'est pas loin de comportements sectaires. Moi, je vais plus loin que vous encore. Donc la responsabilité, elle est là-dessus. C'est-à-dire que Doctolib, effectivement, n'est pas vigilant, mais la responsabilité, elle est de laisser proliférer ce type de thérapeute. Et même sur l'ostéopathie. Ils ont les moyens. C'est ça que je reproche à Doctolib. Ils ont les moyens d'être vigilants. Leur position hégémonique, l'argent qu'ils se font, devrait leur permettre d'être vigilants et d'avoir une rigueur. Ils sont vraiment, moi ce qui me sidère, c'est que vraiment depuis pas mal d'années, ils sont absolument protégés. Vous savez, quand Majoubi était ministre, quand il a été nommé ministre, avant de même rentrer dans son ministère, il donnait une conférence de presse chez Doctolib. Et quand il s'est agi de prendre des rendez-vous pour la vaccination Covid, il y a eu une réunion interministérielle où il y avait Jean Castex, qui était le Premier ministre, Olivier Véran, qui était le ministre de la Santé, et qui était l'informaticien, et le président Macron s'est connecté 5 minutes pour dire prenez Doctolib. Et a menacé de démissionner s'il n'y avait pas d'appel d'offres. Donc clairement, il y a une protection au plus haut niveau qui tienne une start-up qui pense qu'il va devenir très importante et qui est déjà très importante, mais il devrait y avoir de la rigueur. Et on devrait aussi respecter le parcours de soins. Vous savez, en théorie, vous devez passer par votre généraliste qui coordonne les soins. Or là, les gens se prennent un rendez-vous chez tel ou tel spécialiste qui n'ont pas de communication entre eux, qui ne font absolument aucune coordination des soins.
Et c'est ça qui est désagréable, si vous voulez. Le système de soins est en train de se désorganiser. On voit la financiarisation du système de santé qui arrive. Vous avez des cabines de soins non programmés, vous savez, one shot, où vous consultez une fois parce que vous avez un pet de travers, etc. Les gens vous prennent des ronds et il n'y a absolument aucune coordination. Les gens pensent que c'est de la bonne santé. Or, en fait, c'est vraiment une santé dégradée. Il n'y a plus aucune coordination des soins en France et Doctolib y contribue. Je vous conseille vraiment de lire l'article dans le Canard enchaîné. Doctolib livre. Je vous l'ai envoyé, Jean-Paul, sur votre WhatsApp. Doctolib livre aux États-Unis nos données sensibles. Fin avril, donc cette société fondée par Stanislas Niox-Château, un proche d'Emmanuel Macron, nous dit le Canard enchaîné, a fait savoir à ses utilisateurs, il y a 500 000 praticiens, vous le disiez, Félix Mathieu, que sa politique évoluait. 12 euphémismes, nous dit le Canard, car Doctolib, qui s'enorgueillit de faire rayonner le savoir-faire hexagonal, refile les données de ses utilisateurs aux géants de la tech américaine. Donc je vous laisse lire l'article, mais c'est une autre pierre. C'est pas une surprise. Pardon ? C'est pas une surprise. Non, c'est pas une surprise, mais ça pose la question effectivement du secret médical, de où vont ces données, à quoi elles vont servir. Oui, c'est pratique de prendre des rendez-vous. Peut-être que ce sont les médecins aussi qui ne devraient peut-être pas s'en servir pour communiquer avec leurs patients. Mais bon, il y a plusieurs sujets dans ce que vous dites. Donc attention aux gogo-thérapeutes, allez voir des médecins si c'est possible, parce que c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué d'obtenir des rendez-vous. Et puis il y a une appli qui s'appelle mon parcours santé ou mon carnet de santé qui pour le coup est fait avec l'assurance maladie, avec Amélie. Ouais. Oui, mais et puis on est ouvert à la réponse de Doctolib s'ils veulent venir. Évidemment, ils sont les bienvenus, parce qu'ils n'étaient pas là ce matin pour se défendre ou s'expliquer sur effectivement ces professionnels de santé entre guillemets qui ne sont pas médecins. Merci Jean-Paul Amand d'avoir été avec nous ce matin. Nous on se retrouve dans un instant pour continuer à commenter l'actualité, en particulier les condamnations suite aux violences qui ont déferlé samedi soir après le match PSG Arsenal. 10h midi.